de la famille. En ce qui concerne le partage des biens, c'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Ça fait débat. Vous le savez bien, cette affaire de la mort des mamans blanches, cette guéguerre entre sa famille et les pasteurs Marcelo, qu'aujourd'hui beaucoup pensent qu'il s'est autoproclamé liquidaté, alors que c'était à la famille de son épouse, son ancienne épouse, de choisir le liquidataire. Ce n'est pas lui l'héritier. La part des biens en droit pour identifier la part des héritiers, en fait comment? Est-ce que la manière de procéder des pasteurs Marcelo, d'ailleurs que vous avez suivi dans l'un des cultes de l'église de la Compassion dans 25 matin, où il est revenu c'est cette histoire de l'argent où il parlait que la famille des Mamans Blanches l'avait demandé à 800 000 $, alors que lui, volontiers, il avait proposé 150 000 $ à la famille des Mamans Blanches. Aujourd'hui, comment procéder? Est-ce que Pasteur Marcelo, c'est qu'il est tenté de faire? Est-ce qu'il ne devrait pas, à se programmer liquidataire, il fallait qu'il laisse l'amabilité à la famille de son épouse qui n'est pas d'accord avec cette manière de faire les choses? On en parle dans cette émission, mais aussi on va revenir sur l'affaire Constant Moutamba. Vous le savez bien, l'ancien ministre de la Justice est poursuivi pour prétendu détournement des 19 millions de dollars liés à la construction de la prison de Kisangani. On a abordé cette thématique à plusieurs reprises ici avec notre invité, mais à chaque fois qu'il y a des ajouts, il y a des éléments nouveaux, il faut à chaque fois qu'on puisse essayer d'éclaircir certaines zones d'ombre sur le plan juridique, comme vous m'avez demandé ça au courant de cette semaine. Surtout vous, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez au niveau de l'Occident, vous les diasporas. Il y avait des questions en ce terme, et surtout en ce qui concerne l'acte posé par le ministre Moutamba avec ses avocats qui avaient réquisé des juges de la Cour des cassations qui se sont retirés volontiers justement pour permettre que ces dossiers puissent se poursuivre. Est-ce qu'un prévenu a le droit de réquiser les juges au moment où les procès avaient déjà commencé? Nous étions à la 3e ou 4e séance. Mais on parle aussi de l'attitude de Constant Moutamba. Aujourd'hui, on dit il est impoli, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi d'une manière vulgaire, orgueilleux, très brutal vis-à-vis des magistrats. Souvent quand on lui pose des questions, il ne veut pas répondre. Vous avez vu cette séquence entre lui et l'un des juges. On dit que j'ai déjà répondu. Allez voir dans vos archives pour voir cette question. Mais Moutamba aujourd'hui, que beaucoup continuent d'affirmer que son procès, que son dossier est nul, parce qu'on a pu identifier que l'existence de la société que Moutamba aurait travaillé avec pour la construction de cette prison. On dit qu'on a identifié que même l'argent se retrouve sur les comptes d'une banque ici à la République démocratique du Congo. Mais de quoi on est en train de l'accuser? Est-ce que c'est un règlement des comptes? Est-ce que c'est procès évite comme beaucoup le pensent aujourd'hui? Des questions qui méritent d'être posées. Pour cette interface, messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Salutations particulières à vous, à Maman Anne, à messieurs Didier Mazonga, à messieurs Willy Mungosi, qui m'ont envoyé quelques questions au courant de cette semaine, me demandant, si possible, de demander à Maître Cédric de revenir sur ce plateau pour faire des analyses purement juridiques et non politiques en ce qui concerne des dossiers purement juridiques, parce que nous ne sommes pas des juristes, mais on est des journalistes. Bonsoir Maître Cédric et bienvenue. Bonsoir Monsieur Daniel Roland, merci de votre invitation, merci de l'attention soutenue que nous accorde le téléspectateur, et je l'ai appris de rester jusqu'à la fin de l'émission. Alors, j'ai oublié même quelqu'un d'autre qui nous avait écrit depuis les Pays-Bas, monsieur Atimango Gabriel, qui s'est posé des questions en ce qui concerne les droits de succession en République démocratique du Congo. Je me dis, bon, moi, je ne suis pas juriste, moi j'ai fait autre chose. À l'université, là où j'ai étudié, et les techniciens, les spécialistes en la matière, entre autres Maître Cédric, les samedis, c'est possible s'il sera dispo. On va faire une émission pour ça. Maître Cédric est dispo. Alors, Maître Cédric, d'entrée déjà, on va commencer sur ces dossiers.
qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui concernant la mort de Maman Blanche. Vous avez suivi l'autre fois, on avait essayé d'en parler un peu, mais pas seulement en profondeur, et surtout au courant de la semaine, il y a eu des éléments nouveaux qui se sont ajoutés. Beaucoup de personnes ont donné leurs opinions en ce qui concerne la liquidation qui fait débat aujourd'hui. On dit que le pasteur Marcelo s'est programmé, s'auto-proclamé comme liquidateur lui-même, alors que sur le plan juridique, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Il agit avec beaucoup de forcing, au lieu de laisser l'amabilité à la famille de la femme qui aussi... le droit, on parle de la part des héritiers aujourd'hui, l'identification, ça devrait se faire en collaboration avec la famille de la femme, sans pourtant que les pasteurs Marcelo puissent s'impliquer ou bien obliger les choses. Et puis les liquidataires doivent être programmés et non un liquidataire obligé, planifié comme pasteur Marcelo et ses avocats sont en train de les faire. Votre réaction, votre analyse technique, juridique en ce qui concerne les pensées des gens, en ce qui concerne cette thématique, ce débat lié au bien, à la distribution des biens dans cette famille. Oui, monsieur Daniel Roland, merci pour la question. En fait, la question est d'autant plus importante que elle ne concerne pas que pasteur Marcelo. C'est vrai que pasteur Marcelo est activement impliqué dans son dossier du décès de sa femme, mais il y a plusieurs autres personnes qui sont parfois dans deux maisons, dont les parents sont aussi décédés, ou dont les femmes ont aussi exhalé les derniers soupirs, mais ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Et d'autres personnes aussi font des choses d'une manière primérienne, comme le fait aussi Marcelo, mais en ignorant que le droit protège non seulement le défunt ou la défunte, mais aussi ça protège les parties qui sont restées. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, j'aurais appris de la bouche, bien entendu, de la grande sœur de Maman Blanche, qui a dit que le pasteur Marcelo aurait dit à sa maman, à la maman de Maman Blanche, que elle va continuer l'œuvre que Maman Blanche faisait, en l'occurrence la construction d'une maison, de telle manière que la mère occupe le rez-de-chaussée et le locataire qui sera au-dessus puisse bien entendu servir, payer l'argent qui servirait de la survie de la maman et de la famille. Mais ce que ignore pasteur Marcelo, c'est que ce qu'il fait sous prétexte que c'est la continuité de l'œuvre de Maman Blanche, il ignore que la nature de ce qu'il donnera à la famille, ça peut donner lieu à une certaine confusion, de telle manière que la famille, si elle a aussi de mauvaises foi, puisse laisser Marcelo faire ce que bon lui semble. C'est-à-dire, on construit une maison, vous avez la maison, on prend les certificats d'enregistrement, c'est à votre nom, mais lorsque s'ouvrirait, après cette construction de maison et occupation par la famille, la succession maintenant à l'effet de partage de biens des mamans blanches, Marcelo viendrait avec une déclaration selon laquelle non, je vous avais donné la parcelle, maman. Vous ignorez, vous oubliez. Marcelo ignore que cela s'interpréterait contre lui parce que la donation que vous faites à la maman de la défunte qui est votre belle-mère, ça se présente peut-être comme exactement, un acte de corruption. Ça se présente comme une donation, mais à cette seule différence que lorsque viendrait à s'ouvrir la succession de Maman Blanche qui évite vraisemblablement à Marcelo, la parcelle qu'il donne à la mère ou à la belle-mère, n'est-ce pas, ne sera pas prise en compte comme étant héritage de Maman Blanche que la famille a bénéficié. Ne sera pas non plus prise en compte comme étant un bien que l'on doit remettre dans la succession de Maman Blanche. Non. Pourquoi? Mais parce que justement,
Marcelo a fait une donation. Et pourquoi des biens ne peuvent pas être pris en compte comme étant un bien successoral ou un héritage? C'est justement parce que le bien que vous donnez à une personne au titre de la continuité de l'œuvre de la défunte Blanche Tounassi, excusez-moi, le nom Tounassi ne doit plus être collé à Blanche parce qu'elle est déjà décédée, parce que l'usage du nom du mari, on le fait que du vivant de son mari. Maman Blanche. Donc, dès lors que la donation est faite, la loi dit ceci. Peut-être que Papa Pasteur Marcelo ne le sait pas. Parce que je peux acheter le bien pour la mère de ma femme. Après le décès de ma femme, je peux encore donner l'argent. J'ai dit, écoutez, moi je vous donne l'argent. Prenez 150 000 $ au lieu de 800 000 $. Une famille de mauvaise foi va prendre 150 000 $ que vous leur proposez, sans toutefois formaliser l'ouverture de la succession de Maman Blanche. Une famille de mauvaise foi va accepter la maison que vous construisez pour elle, sous prétexte de la continuité de l'œuvre de Maman Blanche. Aussitôt fini, dans votre imaginaire stérile et improductif, vous croyez que la famille ne viendrait pas à réclamer les biens de Maman Blanche parce qu'elle a déjà reçu sa part, ignorant que vous vous faites vous-même avocat de Blanche, liquidataire de la succession de Blanche, et puis vous aurez le risque, monsieur Daniel Roland, de perdre doublement. Comment doublement, monsieur Marcelo? Première perte, tout ce que vous avez fait pour la famille ne valent que donation. Or, en droit, toute libéralité que nous faisons à la famille, la libéralité peut se traduire par le fait que vous construisez une maison pour la mère de Maman Blanche, au nom de la famille, ainsi de suite. On met vraiment le nom de la mère de Maman Blanche. On met le nom de ses sœurs. Mais c'est acheté par vous. Et l'acte de vente, vous mettez même le nom de Maman Blanche. Mais c'est acheté par vous. Il y a une certaine confusion qui naît dans l'acquisition de la propriété. De telle manière que l'acte se traduit par un acte exprès de donation. C'est-à-dire, il n'y a pas une donation express qu'on a faite en disant que je donne telle parcelle à telle maman à titre de telle. Non, on dit je continue l'œuvre de Blanche. Maman, prenez, c'est à vous. Sous prétexte qu'on est en train de... C'est-à-dire que sous couvert d'une donation, on est en train de voiler timidement à la famille la face pour qu'elle ne réclame pas les biens de Blanche, en oubliant que le risque que l'on encourt avec le temps, la famille peut aussi éviter de vous réclamer le bien de Blanche, d'avoir seulement la maison et l'argent. Mais lorsque vous viendrez aussi à mourir, la famille peut ouvrir la succession de Maman Blanche. Et quand il ouvre la succession de Maman Blanche, personne après la vie de Marcelo, c'est-à-dire après que Marcelo serait décédé, personne ne viendrait dire que, écoutez, Papa Marcelo avait déjà donné la parcelle à la belle-mère. Là, ce sont les enfants qui seront des perdants. Non, je prends seulement l'hypothèse. Vous dites à la famille, écoutez, Marcelo décède, vous dites à la famille, vous devez donner le bien pour ouvrir la section pour Maman Blanche. La famille vous dit non. Aucune succession, tant de Blanche que de Marcelo Tounassi, n'avait été ouverte par le passé, monsieur Daniel Roland. Et si vous avez la preuve contraire, montrez-moi. Vous venez avec la preuve le document de la parcelle. Vous dites, écoutez, la parcelle, c'est lui qui l'avait acheté, mais comme il l'a acheté, c'est lui qui a enfui le donateur, il a donné à sa mère. Maintenant, si tel est le cas, puisque le certificat d'enregistrement attesterait que le propriétaire serait la mère de Maman Blanche ou bien sa famille, il serait très difficile de prouver que c'est Marcelo qui a acheté cette parcelle avec le temps. Et si Marcelo passe, il n'y a pas un document qui serait fait entre la famille et Marcelo. Tout ça, monsieur Daniel Roland, le législateur a compris les difficultés auxquelles l'époux survivant peut être confronté lorsqu'il porte la casquette aussi bien du liquidataire que de l'héritier. Voyez-vous, parce qu'il est aussi héritier en tant que conjoint survivant. Ah bon? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment vous allez faire double perte. La première perte, vous achetez des biens et autres, vous ne mourrez pas, vous êtes encore en vie. La famille ouvre formellement la succession de Blanche. Quand la famille fait ainsi, qu'est-ce que vous allez faire? La famille s'est réunie en conseil des familles, monsieur Daniel Roland.
Il dit, écoutez, il y a des enfants de Blanche qui existent. Il y a Marcelo qui est là. Il y a Blanche aussi qui est parti. En fait, il y a le cerf et frère de Blanche. La famille se constitue en conseil des familles, désigne un liquidataire. Vous venez pour dire, écoutez, comme vous avez ouvert la succession de Blanche, dans tout ce qui serait considéré comme bien appartenant à Blanche, il faut aussi tenir compte le fait que vous avez déjà bénéficié de la parcelle, voyez-vous, que j'ai acheté pour vous, et de l'argent, entre guillemets, la famille a demandé, oui, ça 50 000 $, lui, il a proposé ça 50 000 $. Maintenant, regardez là où le bas blesse, c'est que Marcelo doit savoir que le bien que vous accordez à la belle-mère sous prétexte de la continuité de l'œuvre de Blanche sont réputés être de fruits de la donation, c'est-à-dire les biens donnés gratuitement à la belle-mère. Cependant, les droits disent ceci, en droit, tout celui qui bénéficie directement des biens, n'est-ce pas, par donation, ne peut en aucune manière voir la donation faite être révoquée. Donc, en principe, en droit, la donation est irrévocable. Donc, dès que vous donnez, vous ne pouvez plus récupérer. Donner, retenir ne vaut. C'est-à-dire que quand vous donnez, les biens partis, vous ne pouvez plus révoquer cette donation. Et la révocation de la donation, même 10 ans, 20 ans après, ne se fait que dans 3 conditions. Je crois la première, c'est en cas d'ingratitude de celui qui a donné. Et la deuxième, d'ailleurs, c'est en cas de survenance d'enfants. Et la troisième, c'est l'institution fidei commissaire. Donc, l'essentiel que j'allais donner dans le cas d'espèce de M. Daniel Roland, c'est que M. Marcelo Touna Siseme lui-même dans une situation de crise, une situation de difficulté qu'il ne saurait, n'est-ce pas, s'en départir. Il est en train de s'enfoncer dans un labyrinthe absolument ténébreux. Et donc, le droit, la loi sur la succession les protège aussi. Et pour ce faire, dès lors que l'époux a perdu son épouse, qu'est-ce que l'on fait? Parce que Marcelo s'est déjà remarié. La première des choses, comme on doit d'abord savoir si Marcelo était marié, sous quel était légalement marié, ou il s'était limité seulement dans le mariage coutumier. Si, parce que pour à leur niveau, on doit présumer au moins la bonne foi oblige qu'ils étaient mariés de manière civile, de manière légitime et légale. En fait, dès lors qu'on détermine d'abord la famille se réunit, avant tout partage et succession, la famille doit d'abord déterminer la nature du mariage, n'est-ce pas, auquel leur fille était impliquée. Ça doit être les mariages civils, les mariages célébrés et enregistrés, célébrés par la famille et enregistrés par l'officier de l'état civil, M. Daniel Roland. Et lorsqu'il s'avère que le mariage qui a été célébré a été enregistré par le état civil, l'on doit jeter un regard considérable sur le régime matrimonial auquel les époux étaient soumis. Et ce régime matrimonial, là, les gens nous regardent, il y en a de 3 sortes. La première, c'est la communauté universelle de biens. Et le deuxième régime, c'est le régime de communauté réduite aux acquis. Et le troisième, c'est le régime de séparation. Donc, le régime de séparation, les gens peuvent comprendre facilement, mais les gens ont des difficultés de comprendre peut-être le régime universel des biens et des communautés réduites aux acquis. Parce qu'en réalité, dans l'un ou l'autre, il y a toujours une communauté. La différence la plus simple, c'est que dans le régime universel de biens, le bien acquis avant le mariage et les biens acquis pendant le mariage sont les biens réputés communs. Mais les biens, dans les régimes réduits aux acquis, les biens acquis avant le mariage demeurent des biens individuels, personnels. Et les biens acquis pendant le mariage sont des biens... Et je concède à Marcelo le régime universel des biens. Parce que je sais que c'est un régime de pauvres, comme dit-on, hein, pas des pauvres, excusez-moi, les régimes de débrouillards. Okay. Les gens qui se cherchent encore dans la vie et autres, donc du coup, et ils optent souvent pour... Exact, ils optent souvent pour ces régimes. Même avant, même après, les biens, ça nous appartient tous. Exactement, parce que on peut ou ne pas avoir des biens, mais on sait qu'on va fournir un effort ensemble pour en avoir. Vous voyez l'état auquel s'est trouvé Marcelo quand il était
en fiancé avec Maman Blanche. Et quand ils s'étaient mariés, lui-même, il a toujours parlé de la souffrance la plus exécrable dans laquelle ils étaient plongés. Mais ils ont opté ces régimes-là, entre guillemets, de communauté universelle des biens. Ils ont fourni leurs efforts jusqu'à avoir tout ce qu'ils ont eu comme bien. Et puis, Marcelo a dit aussi que l'Église appartenait à l'Église. Voilà. Ok. Mais nous sommes des juristes, des avocats, il y a des magistrats et autres. Nous savons comment les époux survivants fonctionnent. Nous savons comment aussi les prédateurs fonctionnent. Vous comprenez? Ouais. Donc, l'on détermine d'abord le régime matrimonial. Quand on réalise qu'ils ont le régime des communautés universelles des biens, on va maintenant déterminer les patrimoines des deux époux. Quand on détermine le patrimoine des deux époux, c'est-à-dire quand l'époux survivant doit faire preuve d'honnêteté et de sincérité pour démontrer les biens, n'est-ce pas, qu'il a acquis avec sa femme. Alors, il va présenter les parcelles, ça et là, mais qu'il sache, indépendamment de la présentation qu'il fera et de la foi qu'on peut accorder à la sincérité, n'est-ce pas, en tant que pasteur, la famille a aussi la possibilité d'aller vérifier, n'est-ce pas, d'avoir des informations auprès des services des cadastres, des affaires foncières, où on peut leur dire que oui, Marcelo a une parcelle. C'est-à-dire que dans le régime de la communauté universelle, auquel, présomptueusement parlant, Marcelo est lié à Maman Blanche, regardez, même une parcelle qui a été achetée avant le mariage ou pendant le mariage, mais laquelle sur le certificat, sur le certificat, excusez-moi, sur le certificat de laquelle figure le nom Marcelo Tounassi en toute exclusivité et qu'il n'y a pas le nom de Maman Blanche, cette parcelle est réputée bien commun. Ah bon? Exactement. Et lorsque on part, on décèle que tel immeuble, il y a le nom que de Marcelo. Il a acquis en fraude ou en bien. Ces biens est réputé aussi appartenant à Maman Blanche. Oh. Partout, Maman Blanche a un droit de suite. La famille de Maman Blanche a un droit de suite. Sur tous les biens qui peuvent être au nom de Marcelo à titre individuel. Pour justement déterminer que le bien qu'ils avaient ensemble est celui-ci. Le bien individuel n'existe pas, sauf de biens qualifiés de personnel, exclusivement personnel par la loi. Parce que les sous-vêtements de Marcelo ne peuvent pas en réalité être considérés comme étant le bien commun. Ouais. Mais non, lorsqu'on détermine, monsieur Daniel Roland, ces régimes-là, on doit maintenant déterminer les patrimoines des époux. À la détermination des patrimoines des époux, vient maintenant les partages. C'est-à-dire, vient la dissolution du régime matrimonial. En fait, en réalité, la mort met fin de plein droit au mariage. Maintenant, comme la mort a mis fin au mariage, il y a quand même la question de droits patrimoniaux des époux. Si les droits extra-patrimoniaux sont éteints, les droits patrimoniaux existent. Les immeubles qu'ils ont acquis ensemble, les véhicules et autres. Maintenant, quand on le détermine, on dit à Marcelo, en conseil des familles, sans toutefois aller outrepasser, ce n'est pas les divorces pour qu'on aille chercher quiconque. Si on réalise qu'il y a de fraude EDG de cash-cash, on peut facilement aller devant le tribunal de paix. Pour faire des recherches. Exactement. Exactement. Oui. Maintenant, regardez là où il y a un premier Roland, c'est que lorsqu'on a déterminé les patrimoines de deux époux, si on fait foi au patrimoine qu'on a constaté, on va faire quoi? On va diviser par deux tous les biens les appartenant. On diffuse par deux entre les époux. Entre les époux. Là, il n'y a pas la part des enfants. Blanche. On laisse les enfants non. En dehors de ça. En fait, la question des enfants est une très bonne question. Parce qu'elle est très récurrente dans la pratique. C'est que pour que l'on détermine, n'est-ce pas, la part des enfants, il faut d'abord commencer par dissoudre le régime matrimonial de deux époux, liquider ces régimes entre les deux époux, et puis
déterminer l'héritage. Pourquoi, monsieur Daniel Roland? Parce que le bien, n'est-ce pas, avant qu'il le bien, n'est-ce pas, déterminé là, sont d'abord liés au régime matrimonial. Seulement, quand il y a dans le document le nom de Blanche Tounassi, Blanche Tounassi, ça c'est le droit. C'est que l'on doit diviser par 2. Mais seulement quand il y a les noms de 2 enfants dedans. Par exemple, Marcelo Tounassi marié, n'est-ce pas, à madame, on dit souvent Marcelo Tounassi et madame Blanche Tounassi, ainsi que leurs enfants. Cette formulation-là, elle est très importante quand elle figure dans les certificats d'enregistrement pour déterminer d'abord la copropriété, n'est-ce pas, entre les personnes. Mais quand on dit par exemple Marcelo Tounassi, marié à madame Blanche Tounassi, n'est-ce pas, et leurs enfants, tel, n'est-ce pas, sont copropriétaires. En réalité, cette formulation n'identifie Marcelo Tounassi comme propriétaire et ses enfants et non la femme. Ah bon? Exactement. Mais quand on dit Marcelo Tounassi et Blanche Tounassi, ainsi que leurs enfants, tel, né à telle date, sont des propriétaires indivis, n'est-ce pas, des concessionnaires indivis de telles parcelles. À ce moment-là, la dissolution du régime matrimonial que l'on fera devra aboutir d'abord à la division. C'est parce que les enfants et leur père et la mère sont en indivision. Quand ils sont en indivision, c'est-à-dire qu'ils sont des copropriétaires. Comme nous cherchons d'abord à déterminer la part revenant à Blanche pour ouvrir la succession sur les biens de Blanche considérés comme étant l'hérédité ou l'héritage, qu'est-ce que l'on fait, M. Daniel Roland? On prend la part des enfants, on peut prendre $1 million, on prend l'image, c'est à la banque, $1 million. On peut aussi prendre un immeuble à Gombe. L'immeuble coûte 1 million. Comme sur le certificat d'enregistrement, il y a les noms de Blanche, de Marcelo et des enfants, avant de procéder, la dissolution du régime matrimonial va faire quoi? Va d'abord déterminer la valeur réelle de cette parcelle 1 million. On s'est dit, on doit se partager ça en 2. Non, on ne se partagera pas en 2. On va se partager en 2 que le parcelle sur le certificat duquel se trouve le nom de 2 personnes ou le nom d'une seule personne. Selon qu'il s'agit de l'époux ou de l'épouse ou selon qu'il s'agit de 2 époux. Mais dès lors que c'est en concours des enfants que le nom figure, en concours des enfants, qu'il y a aussi la propriété dedans, ils ont la copropriété dedans, qu'est-ce que l'on fait, M. Daniel Roland? On va d'abord, avant de dissoudre le régime matrimonial, il faut et il suffit de procéder par le partage de la copropriété. Ça, c'est un élément très important, M. Daniel Roland. C'est-à-dire, si on avait par exemple 1 million résultant de cet immeuble, avant de se les partager, par exemple, cet immeuble, on a 3 maisons. On dit on est des copropriétaires avec des enfants. On prend d'abord les enfants là. On sait que la part revenant aux enfants comme copropriétaires, c'est tel. Parce que s'ils sont au nombre de 4, je prends une image. Et nombre de 4, chaque personne dont le nom figure sur les certificats d'enregistrement est d'abord considéré comme étant copropriétaire selon qu'il aura 25%, 25%, 25% pour faire 100%. Ok? Maintenant, quand on fait les 100%, là on appelle ça les partages de copropriété. Les personnes doivent d'abord sortir de la copropriété avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, quand Marcelo, on sort de la copropriété, il y a Marcelo et sa femme qui vont rester, non? Même s'ils prennent leur part. Mais la part de Marcelo et la part de sa femme résultant de cet immeuble est considérée comme étant une part commune. Parce que la dissolution du régime matrimonial ou la liquidation du régime matrimonial ne pouvait pas affecter la part de copropriétaires qui sont enfants qui ne sont pas mariés à Maman Blanche. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'on doit d'abord protéger la copropriété. Si la dissolution du mariage et la dissolution du régime matrimonial lors de la liquidation coïncide avec certaines copropriétés qui l'accompagnent avec les enfants, par exemple, il faut d'abord commencer par protéger les enfants, c'est-à-dire on fait les partages d'abord de la copropriété et puis on détermine la part restante. Dans des parcelles où les enfants ne concourent pas, il peut y avoir une parcelle où avant que tel enfant ne naisse,
Marcelo avait déjà une parcelle qu'il avait achetée. Avant que tel enfant ne naisse, ou même pendant que les enfants là sont nés, Marcelo avait acheté avec sa femme telle ou telle autre parcelle. Qu'est-ce que l'on fera dans ces cas? C'est que toutes ces parcelles dans lesquelles il y a les noms de Maman Blanche, n'est-ce pas, et de Marcelo, ou les noms de Marcelo exclusivement, ou de Maman Blanche exclusivement, constituent le bien commun du fait du régime, et puis on doit se les partager en deux. Et quand on se partage ça en deux, monsieur Daniel Roland, qu'adviendrait-il? C'est que la part de Maman Blanche constituera un héritage successoral, c'est-à-dire ça forme la masse successorale. Et quand ça forme la masse successorale, attention, monsieur Daniel Roland, Marcelo doit comprendre que dans la masse successorale que ça forme, on regarde en banque, Maman Blanche avait combien? En banque, Marcelo aussi a combien? Parce que l'argent de Marcelo en banque vaut aussi argent de Maman Blanche. C'est ça la communauté. Maintenant, quand on considère ça ainsi dans l'ensemble, les banques vont déclarer bien entendu qu'il y a Marcelo qui a telle somme ici, telle somme ici. Toutes ces sommes d'argent constituent les parts des Maman Blanche. Alors, on n'en paie rien, c'est la mort. On n'a pas de choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera, M. Daniel Roland? C'est que dans ces parts-là communes, on va prendre, on dit, écoutez, la part revenant à Maman Blanche en argent tout comme en immobilier constitue la masse successorale. Et on ouvre maintenant les conseils des familles se réunissent et puis on désigne les oncles, c'est-à-dire les pères et mères, les oncles et les tantes, ainsi de suite, et puis les enfants de Marcelo, avec sa femme, ainsi que Marcelo lui-même. Ils sont considérés comme étant des héritiers. Maintenant, comme ils sont des héritiers selon le groupe, ce qu'on ferait, c'est que dans la masse, dans l'ensemble des biens de Maman Blanche, qui constitue la masse successorale, attention, les enfants de Maman Blanche constituent la première catégorie d'héritiers qui doit hériter de ses biens à la hauteur de 75% ou de 3/4 des biens. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Ouais. Ça veut dire que si par exemple on a 1 million ou 4, je prends 12 milliards de dollars ou 12 millions de dollars qui sont sur les comptes de Maman Blanche, qu'est-ce que Marcelo ferait? C'est que les enfants de Marcelo doivent venir prendre d'abord, si c'est 1 million, ils vont prendre 750 000 $. Parce que ce sont ces enfants-là qu'on veut d'abord protéger. Et sur les 250 000 $ restants, qu'est-ce que Marcelo ferait? C'est que Marcelo, on va prendre 250 000 $, on va, comme les enfants ont pris les leurs, on prend maintenant à chaque, les pères de Marcelo, n'est-ce pas, existent. Les pères de Maman Blanche, entre guillemets, et la mère de Maman Blanche, s'ils sont là, ils forment le deuxième groupe. Ainsi que le conjoint, Marcelo est héritier. Il faut faire attention. Voyez-vous, pardon, on a Marcelo. Là, il est dans la peau d'un héritier. Il est héritier. Il viendra aussi succéder sur l'héritage de Maman Blanche. Il n'est pas liquidateur là. Parce que ça fait débat. Dans le conseil des familles, dans le conseil, je vous ai bien révélé les dangers qu'il y a de se comporter en héritier liquidateur, surtout pour les cas de l'époux survivant. Vous voyez, lorsque Marcelo est en train de craindre, qu'est-ce qu'il craint? Parce que si en réalité les enfants ont 75% de tout le bien de Maman Blanche, ce qui appartiendrait aux enfants appartiennent indirectement à qui? À Marcelo. Vous le savez bien. Parce qu'il y a des enfants mineurs qui sont représentés que par leur père. C'est lui qui aura l'amabilité de gérer les biens. Mais non, exactement. Des enfants parce qu'ils sont mineurs. Exactement. Et si les enfants sont majeurs? Non, les biens et les leurs. Mais comme vous le savez bien, ils vivent chez Marcelo. Donc, par conséquent, le bien de Marcelo, n'est-ce pas, les biens des enfants, ça se confondrait avec les biens du père. Encore que il y a... Mais dans ce cas aussi, comme on a partagé, ce sont les biens des enfants en collaboration avec les pères. Et aussi, ces enfants-là peuvent prendre le courage pour aller accuser leur papa de ne pas avoir remis à leur responsabilité leur bien. En fait, en droit, les hypothèses factuelles ne sont pas exclusives. Donc, ça peut toujours arriver. Mais il faut savoir que dans le cas de l'espèce, lorsque on viendrait à se partager les biens de Maman Blanche, si c'était l'argent, chaque enfant aura sa part. Donc, Marcelo, s'il a peur sur le partage des biens ou de la dissolution du régime matrimonial, voire aussi de la liquidation du régime, de la liquidation de la succession des Blanches, je ne sais pas trop, parce qu'il parlait trop sur l'église. La famille va aussi aller jusqu'à vérifier au cadastre au nom de qui est enregistré
la parcelle, n'est-ce pas, de la compassion. 3e rue, la compassion. La famille va vérifier. Si la famille réalise que la parcelle, c'est au nom de Marcelo, la famille va convoquer une réunion de telle manière qu'à procéder à la vente de la parcelle qui abrite l'église. Ah, voilà, bonne église. L'église est Maintenant, au Congo, on est des Africains. Souvent, il faut une convention entre toutes les parties. On s'est dit, écoutez, les offrandes qui vont entrer et autres, parce que l'église, c'est une société. Hein. On peut tout dire, l'église est une société, mais une société qui ne dépense que pour elle-même, mais elle ne dépense pas pour les autres. Vous voyez, l'église dépense qu'en termes d'énergie spirituelle, pour le membre, et les membres viennent parfois pour nourrir aussi les hommes de Dieu, et puis on couvre ça sur alimenter cette énergie. Exactement. Maintenant, bref, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que le frère et sœur de la maman Blanche constituent aussi les 3e groupe, n'est-ce pas, des héritiers. Ah bon? Ouais, le frère et sœur. Ils vont aussi bénéficier. Oncles et tantes, exactement, parce que ce sont des oncles et les frères et sœurs de maman Blanche sont des oncles. C'est pourquoi je vois tout le monde est en train de parler là-bas, tout ça, parce qu'ils savent, ils sont aussi bénéficiaires. Mais papa Daniel, vous savez, au Congo, parfois les successions n'ont pas une telle ampleur lorsque ce sont des familles un peu moins nantis. Mais quand ce sont des familles, quand la personne qui vient à décéder faisait partie d'un mariage très nanti, était aussi une personne considérable dans la société, on sait que sa succession donnera toujours lieu à quelque chose de considérable. Je vous donne un exemple. Prenons l'image que Kabila est décédé aujourd'hui. Même si ses enfants peuvent avoir 75%, vous avez 1% du patrimoine de Kabila. Ça peut représenter combien? Vous voyez que c'est 1%. Mais si on vous dit que les 1% que vous gagnez dans les patrimoines de Kabila, c'est des milliards de dollars, c'est des milliards. Vous comprenez que vous n'allez pas abandonner. Vous auriez tout le temps les yeux d'argu sur le bien des Kabila et autres. Donc vous comprenez que... Je comprends maintenant pourquoi je dis tout le monde est en mouvement. Dans le cas de l'espèce, Maman Blanche, elle est déjà décédée. Seulement, Marcelo a donné 2 versions contradictoires sur le décès ou la cause du décès de Maman Blanche. Alors qu'en réalité, dans le cas de décès d'une personne, il faut donner des versions qui sont vraisemblables, concordantes. Certainement, des versions sous l'émotion, il faut aussi les comprendre. Mais je dis qu'en ce terme, ça peut arriver sous l'émotion, quelque chose, un coup qui lui arrive comme ça, qui ne s'y attendait pas. Ça peut pousser à sortir certaines choses, à dire quelque chose, pas avec la droitière, et puis ensuite faire la main en culpa. D'ailleurs, il avait dit ça, c'était sous l'émotion. Marcelo n'est pas chétif. Marcelo, c'est un homme qui a une volonté consciente. Et donc, comme il a une volonté consciente, la vérité ne s'oublie pas. Un peu plus vite. Maman Blanche est décédée il y a de cela seulement 1 année. Et commencer à confondre la cause de sa mort alors qu'on était avec elle, alors qu'on semblait être dans les mêmes immeubles, auquel cas elle était au rez-de-chaussée, vous étiez au 4e ou 7e niveau. Et quand elle décède, vous partez avec à l'hôpital, on vous dit effectivement la cause de sa mort. Mais directement, vous quand vous revenez après les remariages, je ne sais pas piqué par quelle mouche, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dans l'université de Kara de Kabila pour justement estimer que non, tout ce que le monde dit, je ne répondrai pas, je garde silence. Et personne ne vous en dirait mot. L'organisation dans la famille pouvait se faire sans problème. Vous savez qu'aucune mère au monde ne peut remplacer son enfant par l'argent que vous pouvez lui donner, monsieur Daniel Roland. C'est-à-dire que même si la famille vous demande 800 millions, mais écoutez, même si vous appelez la mère de Blanche, vous lui dites, maman, maman, Bovanda Kimia, on va vous donner les 1 million de dollars en espèces. Retenez que la mère de Blanche ne remplacera pas Blanche par l'argent. Donc, monsieur Daniel Roland, vous comprenez que Marcelo doit respecter les règles du jeu de la succession pour être aussi protégé d'une manière ou d'une autre. C'est cela le cas. Et puis, les confusions qu'il y a eu sur le décès de sa femme, sur les causes de la mort de sa femme, peuvent nécessiter à saisir des autorités judiciaires jusqu'à aboutir à l'exhumation des cadavres et à des enquêtes un peu plus approfondies pour découvrir justement la cause réelle de sa mort. Et s'il s'avère qu'elle est morte, entre guillemets, par des coups, par l'agressivité, par la violence, et que ça a été bien planifié, ainsi de suite,
qui serait responsable dans ces cas-là? Parce que c'est vous qui êtes en train... Personne ne vous a posé la question sur la cause de sa mort. Mais c'est le fait du remariage qui essaie un peu de... Marcelo doit comprendre que son remariage doit donner toujours lieu à certains remous dans la société, aux gens qui peuvent aller exactement. Mais on ne peut pas répondre à toutes les agitations. On ne peut pas répondre à tout ce qui bouge, monsieur Daniel Roland. Vous voyez, on était dans un pays où parfois, quand ça bouge de partout, vous attendez que le président puisse parler et Kabila a gardé parfois silence et puis il viendrait parler en surprenant même la population. Donc bref, j'allais dire qu'il faut éviter de bouger à tout mouvement devant. Éviter de bouger à tout mouvement devant. Avant de parler sur le dossier Moutamba, s'il faut, parce que vous êtes juriste, s'il faut faire un conseil, donner un conseil à Pasteur Marcelo et ses avocats pour qu'ils puissent quand même suivre à la lettre la procédure, vous direz quoi? En fait, à moins qu'il y ait quelque chose de caché, en l'occurrence par exemple, si la parcelle Compassion, imaginez-vous de la 3e rue, contient seulement le nom de Marcelo ou le nom de Marcelo et sa femme, alors qu'il voit la face des membres de l'église. Il avait dit ça, c'était les biens de l'église. On accepte, ok. Mais si ce n'est pas le cas. Parce que vous savez, le bien peut être le bien de l'église. Il ne faut pas oublier. Le bien peut être le bien de l'église selon que, dans le statut, on dit que il est créé une église compassion, n'est-ce pas? Tel. Dont le fondateur, l'église compassion est une personne morale qui a son statut certes, mais l'église compassion, attention, si l'église compassion a un compte bancaire, si dans le statut de l'église compassion on considère Maman Blanche comme étant l'un des fondateurs ou l'une des fondateurs de l'église compassion, vous savez qu'est-ce qui adviendrait? Faut faire attention. Même si on peut crier beau, on dit écoutez, l'église compassion appartient à la compassion, mais qui a déjà lu le statut de l'église compassion et qui a déjà lu le certificat d'enregistrement de l'église compassion? Si on vous dit que l'église compassion a un statut qui reprend Maman Blanche comme parmi des fondateurs. Mais quand un fondateur meurt, ok, il y a une seigneur qui s'ouvre dans son patrimoine. Mais de l'autre côté à l'église, il y a des intérêts. Voyez-vous, parce que c'est une fondateur qui est décédée. Et de l'autre côté, c'est une fondateur, mais en tant que fondateur, l'église Compassion a par exemple un certificat d'enregistrement reprenant les noms de 2 fondateurs. Vous direz quoi? Vous voyez, monsieur Daniel Roland? Donc, ce sont des questions très sensibles et qui emportent des conséquences absolument cataclysmiques peut-être dans la société, mais on n'a pas de choix. Tout ça, ce sont les effets secondaires de la mort. La mort vous prend, mais derrière vous, elle laisse plusieurs dégâts. Alors, vous avez eu des réponses en ce qui concerne cette affaire du pasteur Marcelo. Vous avez encore des questions, il faut me l'envoyer comme d'habitude, comme ça je vais relancer Maître Cédric de toutes les façons comme vous l'avez fait. On va terminer. Un seul élément peut-être, monsieur Daniel Roland. Pour les enfants, j'ai dit 75% bien sûr. Les 25% restants, d'habitude, ça se partage toujours, n'est-ce pas? Souvent. C'est vous donnez Marcelo par exemple 1/12, le 1/12 autre vous donnez aux autres là, la mère, la famille, ainsi de suite, jusqu'à ce que s'épuiserait le 25%. Et alors, coup, avec plaisir. On parle maintenant de l'affaire Moutamba, ancien ministre de la Justice, lui qui a réquisé des juges de la Cour de cassation, vous le savez. C'était chaud ces derniers temps entre lui et les juges, certainement des réponses un peu poignante. À un moment, les silences de l'ancien ministre qui ne voulait pas répondre, que beaucoup donnent des connotations. On dit qu'il orgueillait, il fallait respecter les magistrats. On parle même de l'outrage aux magistrats, le fait de ne pas avoir répondu aux questions des magistrats, que c'était une obligation. Mais réquiser les magistrats, est-ce que c'était important au moment où les procès a déjà commencé? Pourquoi Moutamba ne l'a pas fait au début de ces procès, attendre jusqu'à la 3e ou 4e séance ou encore audience pour réquiser
Et c'est des magistrats, M. Sédic. Votre analyse par rapport à ce qui se passe dans ces procédés Constant Moutamba. D'abord, concernant la récusation, sous réserve d'une autre question qui sera peut-être excusez, qui sera liée à M. Constant Moutamba. Il faut prendre de l'eau. C'est les droits de l'homme. Il faut respecter les droits de l'homme. Alors, comme je disais tantôt, en réalité, la réquisition est un droit qui ne souffre d'aucune, dire d'aucune exception, c'est un peu trop, mais légalement parlant, la réquisition ne souffre d'aucune exception. C'est cela le principe. Mais la réquisition est un droit reconnu, bien entendu, au prévenu ou à l'une des parties au procès de faire en sorte que le juge qui se trouve en inimitié contre lui ou le juge qui se trouve bien évidemment dans l'un des cas prévus par l'article 59 de la loi sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire de, excusez, de pouvoir le faire quitter de la composition. Donc, une personne peut faire récuser un membre de la juridiction et pendant qu'on le juge. C'est normal. C'est un droit de la défense. Lorsque, par exemple, c'est lui qui me juge et les frères de Daniel Roland. Vous croyez vraiment qu'il va m'acquitter moi pendant qu'on est opposé à Daniel? Donc, lorsqu'il y a des liens de famille, des consanguinités, des liens et ainsi de suite, ou des inimitiés, il peut facilement le faire. Mais le problème, monsieur Daniel Roland, lorsque je suivis les procès de Moutamba, c'est là où je me suis dit aussi, au regard de l'attitude de juge. Le juge, c'est celui qui a la décision de la liberté et de la vie d'une personne en main. Et dans le cas de Moutamba, il a la décision de la liberté parce que l'infraction de détournement est assortie de la peine des travaux forcés. La durée est déterminée bien entendu par le juge. Je crois que c'est 20 ans de travaux forcés, tout ça. Mais ce qui écœure davantage, c'est que en suivant le procès au tréfonds, le juge bien formé ne s'emporte pas aux émotions du prévenu pour échanger virilement la parole avec. Les silences confondent l'adversaire. Quelqu'un peut venir avec une certaine condescendance à la cour de cassation. Il dit, écoutez, j'enseigne ces juges. Les juges là, je vais parler à un ton autoritaire. Mais ce n'est pas pour autant que le juge, quand il constate ça, M. Daniel Roland, qui doit aussi s'emporter pour dire qu'écoutez, ce monsieur ne peut pas se jouer de moi. Les juges ignorent le pouvoir, les juges ignorent le pouvoir qu'il a sur le prévenu. Parce que les juges ont une épée que le prévenu essaye un peu d'ignorer. Même quand le prévenu refuse de répondre aux questions. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où un juge, lorsqu'il juge le prévenu, quand un prévenu crie, quand un prévenu l'injurie, quand un prévenu commet un acte en tout cas odieux, même pas injure, les juges peuvent garder bien son silence et frapper parce que Constant Moutamba ne peut pas ignorer par son attitude en tant qu'avocat que après la Cour de cassation et après que la Cour de cassation aura rendu sa décision, il n'y a aucune autre juridiction qui pourra reviser cette décision-là au pénal. Ah bon. Le juge pénal du ministre, c'est la Cour de cassation. Même, excusez, même si dans notre pays, il y a une certaine, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé l'arrêt du Conseil d'État. Alors que c'était dans une hypothèse où la loi disait que les arrêts de Conseil d'État ne sont pas susceptibles de recours. C'est une jurisprudence. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un état de droit. Voyez-vous, si vous voulez que la Cour constitutionnelle puisse réviser certaines décisions de juridiction qui sont sur le pied d'égalité qu'elle, il faut aussi réviser certaines lois. Parce que, M. Daniel Roland, les lois congolaises
sont caractérisés, les droits congolais en général, est caractérisé par une certaine aporie, par un certain immobilisme, où vous voyez, le législateur fait preuve d'un déni de légiférer. Et cette aporie, des imprécisions même. Et cette aporie du droit congolais est le fruit, bien entendu, de la nonchalance des législateurs. Et le juge commence à s'efforcer pour corriger les insuffisances du législateur. Ça ne se fait pas. Donc, bref, il est reconnu à tout prévenu de recuser le juge. Mais à cette condition seulement que la loi n'a pas prévu le nombre de juges que peuvent récuser le prévenu. C'est-à-dire, je peux récuser toute la composition, moi, quand je suis jugé. Mais, dans notre pays, il y a une jurisprudence. C'est qu'à l'époque, dans l'affaire Malta Forest, dans l'affaire à laquelle il était impliqué, devant la Cour de cassation, elle avait recusé toute la Cour de cassation. C'est-à-dire tous les membres qui composent la Cour de cassation, même les présidents. Alors, cette récusation n'avait pas abouti parce que la Cour de cassation avait rendu une décision sur base de cette récusation-là en disant qu'il est impossible de recuser tous les membres composant la Cour de cassation parce que ça occasionnerait un déni de justice. Un déni de justice dans le sens où vous n'auriez aucune autre personne pour vous juger et l'ordre public, n'est-ce pas? C'est ce que recherche l'État. Alors, c'est dans ces contextes-là que je peux dire que Constant Moutamba, s'il avait réquisé le magistrat du parquet, même il avait demandé la décharge d'un des magistrats du parquet, ça pouvait arriver, ça pouvait pas marcher, mais tous les magistrats du parquet, ça ne devait pas marcher. Et puis, pour les cas qui les concernent à la Cour de cassation, le deux juges, même moi, indépendamment de Constant Moutamba, le deux juges devraient occulter leurs émotions, n'est-ce pas? Leurs émotions par la noirceur de leurs robes. Ça aurait été mieux. Parce que Constant Moutamba étant dans le dossier, il sera dans tous ses états. Mais les juges, vous remarquerez vraiment que le juge était très vigilant envers lui, alors qu'il est prévenu. C'est pourquoi lorsqu'il est parti, ceux qui sont restés là, ça ne veut pas dire qu'ils partagent des bonnes relations avec Moutamba. Non, détrompez-vous lourdement. Seulement vous remarquerez que le juge, comme il a la police des débats, il a une certaine autorité, n'est-ce pas, sur l'organisation et autres, mais vous remarquerez que la cadence du procès actuellement n'est plus telle que ça a été. Dans le sens où le juge, quand il pose des questions, il laisse à Constant Moutamba le temps de parler, il laisse. Imaginez-vous déjà les juges qui disaient à Constant Moutamba, écoutez, vous devez répondre à cette question. Vous dites quoi? C'est là. Non, j'avais déjà répondu. Et ça devenait comme des menaces. Vous voyez un peu? Comme une pression envers les prévenus. C'était presque une menace quand Constant Moutamba dit non, mais vous me menacez, faites ce que vous voulez si vous avez un complot. Voyez-vous? Donc, bref, à votre question de récusation, je crois que je peux répondre à ce terme sous réserve de questions relatives aux témoignages et autres. Mais dernière question. On dit aujourd'hui qu'on a appelé beaucoup de témoins pour venir témoigner. On a suivi Mme Rose Mutombo, on a suivi d'autres qui sont venus témoigner. Au vu des témoignages, d'autres personnes arrivent à une conclusion pour dire que le dossier Moutamba aujourd'hui est vide. Les gens ne voient pas quelque chose de consistance lié à un détournement parce qu'on a tracé l'argent qui existe dans une banque. On a vu l'existence de cette société. On a vu tout ça et même les arguments de Mme Rose Mutombo est venu confirmer cette hypothèse que l'argent n'a jamais été détourné par Moutamba. Aujourd'hui, on arrive à dire que ce n'est qu'un règlement des comptes. Monsieur Daniel Roland, le plus grand problème qu'on a au Congo, c'est que parfois la politique dompte le droit. Pourquoi? Parce que la première ministre a été invitée. Ça, c'est la deuxième fois que Mme Souminois se trouvant dans un dossier de la justice. D'abord, la mort du policier, comment j'appelle. Bon, les gens voulaient qu'elle puisse venir témoigner. Elle n'était pas venue. Aujourd'hui, dans cette affaire de Moutamba, elle n'était pas venue. On a donné la raison, soi-disant, qu'elle était empêchée par une affaire de l'État. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. En fait, le juge n'a pas dit qu'elle était empêchée par une affaire d'État. Mais le juge a dit c'est pour des raisons d'État que la première ministre n'est pas venue
tout en ne constatant pas une quelconque lettre par laquelle Madame Judith Souminois leur aurait présenté des excuses quant à son absence de ces jours-là, de telle manière que l'on prenne acte des raisons, de semble-t-il raisons d'État ou de soi-disant raisons d'État. Elle est première ministre. Elle, par sa qualité, elle est dépositaire de certains secrets professionnels et secrets d'État. Mais la loi congolaise, souffrant d'aporie du législateur, qu'est-ce que cette loi dit? La loi dit, lorsque la cour ou le tribunal invite un témoin ou un renseignant pour venir témoigner et qu'il y a une citation à témoin qui a été faite, la cour n'a qu'une seule mesure à prendre qui lui est donnée par la loi. C'est laquelle? La loi dit, lorsque la personne ne répond pas à la citation à témoin, on appelle témoin recalcitrant, selon qu'il refuse de témoigner, ou témoin défaillant, selon qu'il a fait défaut. La cour ne va que le condamner, soit à la peine d'emprisonnement ne dépassant pas 1 mois, et à la peine, n'est-ce pas, d'amende. Et la loi ajoute encore qu'elle risque aussi d'être condamnée à la contrainte par corps ne dépensant pas 14 jours. C'est l'unique possibilité qui est laissée au juge, quel qu'en soit le niveau, quel qu'en soit les paliers, cour de cassation ou tribunal, l'unique, c'est de décharger les témoins de la peine prononcée lorsqu'il aura à présenter des excuses légitimes. C'est cela. Maintenant, lorsqu'on prend l'avocat général qui soula, le juge dit, écoutez, le juge acquiesce la lettre que lui envoie le Sénaref sous prétexte, même pas sous prétexte, en disant que l'AG qui soula étant dans le dossier de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, il n'est pas possible de l'entendre. N'est-ce pas? Parce que d'après eux, les gens qui sont derrière, qui sont en train d'enquêter sur le dossier de blanchiment des capitaux, ainsi de suite, ce sont des gens qui sont recherchés d'une manière ou d'une autre et qu'on ne le voit pas, mais si on le voyait, on peut aussi le faire du mal. Mais regardez là où les bas blessent. La cour acquiesce une pareille lettre, la cour oublie en même temps que qui soula soit-il âgé de la République, il y a des techniques judiciaires qui peuvent donner lieu à la protection de victimes. C'est-à-dire, on peut entendre une victime, Monsieur Daniel Roland, quand on l'entend, excusez-moi, on peut entendre un témoin d'une manière qu'il soit protégé dans le sens où ça peut par exemple être, il vient à la cour, personne ne sait, à une heure bien indiquée, on peut décréter le huis clos. Vous voyez, tout le monde sort de la salle. On ne reste qu'avec Constant Moutamba et les siens avec Agé Kissoula. Deuxièmement, on peut aussi admettre que l'Agé Kissoula vient, mais là où il est, on ne sait pas. Mais le micro où il parle, n'est-ce pas, la voix s'entend. Mais on s'assure seulement que le prévenu puisse s'assurer qu'il s'agit bien de l'Agé Kissoula qui répond aux questions. Voyez-vous, on peut aussi faire par téléconférence où l'image de l'Agé Kissoula n'apparaît pas, n'est-ce pas? Mais c'est lui, bien évidemment. On prend toutes les mesures pour s'assurer que c'est lui. Donc, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que dans le cas là, la Cour a admis, n'est-ce pas, la lettre avec légèreté, alors qu'en réalité, la loi n'admet pas que l'on puisse dispenser ainsi. Et, un autre élément, la première ministre, la Cour a dit qu'il y avait des raisons d'État. Alors même s'il y a des raisons d'État, il faut que les raisons d'État ne se décrètent pas, ne se présument pas non plus. Les raisons d'État s'éprouvent par des excuses légitimes. La première ministre aurait envoyé une lettre, par exemple, à la Cour, en signant, en disant que je suis empêché. Une lettre qu'on va lire. Exactement, je suis empêché parce que je conseille des ministres tel part au même jour que l'audience, ou bien je serai en réunion, tout ça, ainsi de suite, c'est pour des raisons d'État. On peut bien comprendre. Maintenant, Madame Rose Mutombo et tout le reste des témoins,
Je ne sais pas si on va aborder cette question aujourd'hui, mais je suis prêt. Si c'est parce qu'il y a des minutes, mais s'il n'y a pas de minutes, en tout cas pour, on a quelques minutes, on a 5 minutes. Pour certaines discordances, parce que beaucoup de témoins à charge ont fait preuve de certaines incohérences et de certaines discordances. Incohérence, c'est la cohérence renvoie à l'absence de contradiction. Et la discordance, c'est justement la correspondance et la conformité des choses. Et donc, je prends un exemple patent. La directrice de la 2GCMP. Qui a dit qu'elle a été menacée. Non, mais écoutez, elle dit qu'elle a été menacée. Elle dit qu'on a fait pression sur elle. Mais regardez là où le bas blesse. Si Moutamba, on lui a posé la question sur... En fait, on a posé la question à la directrice sur la nature de pression ou des contraintes qu'elle aurait subies. Elle a dit ce sont des contraintes morales. OK? Mais une question évidente qui n'a pas été posée, c'est qu'elle n'a pas dit quel était le résultat redoutable, OK, qu'elle pouvait subir, n'est-ce pas, les dommages, le mal grave qu'elle pouvait subir si elle ne donnait pas cette autorisation spéciale qu'elle prétend avoir donnée sous les effets de la pression. Parce que, M. Daniel Rolland, la pression ne doit pas être seulement dite pression. Non, le DG de la CML 13 m'a fait pression, c'est pourquoi j'ai décidé. Mais la pression était morale. Mais on vous pose la question. Constant Moutamba est ministre de la Justice. Vous êtes à la DGCMP, vous n'êtes pas sous l'autorité du ministre de la Justice, mais plutôt vous êtes sous l'autorité du ministre du Budget. Constant Moutamba n'a pas le pouvoir de vous suspendre en tant que ministre de la Justice, parce que vous êtes au budget. Maintenant, lorsque vous dites que vous avez subi des pressions, vous devez aussi dire quel est le mal que l'on peut craindre de cette pression si vous ne réalisez pas ce qu'on vous demande. Voyez-vous? Prenons l'image qui n'accordait pas à Moutamba l'autorisation, n'est-ce pas, qu'il demandait. S'il ne l'avait pas accordé, quels étaient les dangers qu'il encourait? Aucun danger. N'est-ce pas? Aucune suspension ne serait intervenue, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on lui a posé la question devant Kissoula, AG Kissoula. Est-ce que vous avez parlé de pression? Il dit non, je le relevais qu'au parquet. Monsieur Daniel Rolland, c'est lui qui sait avoir pris l'autorisation, n'est-ce pas, spéciale pour accorder à Moutamba de conclure le marché de gré à gré. Quand il prend l'autorisation, il donne l'autorisation, il les donne librement. Pourquoi? Parce que Madame, sur la pression, elle est seule témoin de ces pressions et à la fois victime de ces pressions. Et l'on ne peut pas faire foi aux déclarations de victimes témoins quand elles ne sont pas corroborées par d'autres éléments. La notion de victime témoin pour aboutir à l'existence, à la croyance des déclarations sur les pressions, découle dès la première fois, d'ailleurs, M. Daniel Rolland, dans le procès Thomas Lubanga en 2012. Ok? C'est prévu bien par les statuts de Rome ainsi que le règlement de procédure et de preuves. En son article 17, littéral D, ainsi de suite. Cette notion de victime témoin, M. Daniel Rolland, qu'appliqua la Cour pénale internationale dans le dossier Thomas Lubanga, la Cour avait considéré certaines victimes comme étant des témoins à leur propre déclaration de victimisation. Mais qu'en était-il advenu? C'est que la Cour avait réalisé que certains témoins, M. Rolland, avaient menti à la Cour et que leur déclaration n'était pas corroborée par certains éléments. C'est ainsi que la Cour de cassation la CPI avait ordonné que certains témoins soient poursuivis pour faux témoignages. C'est ainsi que dans le cas, dans le procès Saï, il a été acquitté parce que la victime de viol était lui-même en même temps témoin de ce qu'il croit avoir vu ou avoir... Tu vois un peu, c'est le cas. Dans le cas des dossiers Moutamba, celui qui prétend avoir subi des pressions du fait de l'autorisation pour qu'on n'en tienne pas compte de l'autorisation spéciale, qu'on puisse l'écarter, il est la seule à avoir vu, semble-t-il, avoir subi ces pressions, sans toutefois nous dire quel est le mal ou le danger qu'il craignait s'il ne réalisait pas ce que Moutamba lui demandait.
Et en même temps, celui qui dit avoir subi des pressions, M. Daniel Roland, il n'a jamais retiré son acte. Parce qu'il a posé l'acte, il voit qu'il y a maintenant des remous qui naissent dans la société. Alors, je retire mon acte. Il n'a jamais fait les retraits de cet acte-là. Il n'a jamais fait les retraits. Vous qui n'avez jamais fait les retraits de cet acte, M. Daniel Roland, l'autorisation, vous qui ne l'avez jamais annulé ou attaqué en nullité, comment vous pouvez prétendre que cet acte-là demeure jusqu'à aujourd'hui, mais vous ne voulez pas qu'on en fasse froid? Donc, vous comprenez que le ministère public n'avait eu qu'à chercher comment écarter cette dame de cette procédure par rapport aux irrégularités patentes auxquelles ça faisait objet. Et enfin, vous verrez qu'il y a plusieurs contradictions dans le sens où un expert vient dire qu'on peut faire signer, on peut faire passer les dossiers, n'est-ce pas, même contrat, un projet de contrat, pour obtenir l'approbation, même si on n'a pas l'avis de non-objection. Mais la dame vient dire que si on n'a pas l'avis de non-objection, on ne peut pas aboutir à l'approbation. Ce sont des contradictions. Mais on n'est pas témoin pour relater ce que l'on pense. On est témoin pour relater ce que l'on a vu ou ce que l'on a entendu. On est expert pour donner un point de vue sur la manière dont les choses se font. Mais attention, sur cette manière, si la loi a déjà prévu la manière dont les choses doivent se faire, attention, M. Daniel Roland, celui qui vient avec son propre avis, cet avis-là est inexistant lorsqu'il contrarie la loi. C'est ainsi que il est des organes de contrôle bien déterminés. L'organe, la DGCMP et la RMP. La DGCMP, lorsque le dossier l'a échappé pour l'obtention de l'avis de non-objection, ce dossier sera rattrapé par la première ministre. Si ça tombe sur la table, la première ministre en tant qu'autorité de contrôle. On ne peut pas ici nous incruster dans le débat de « oh non, il n'avait pas eu l'autorisation », ainsi de suite. Il ne peut pas prétendre que l'approbation n'est pas acquise. Non. Parce qu'il est des organes de contrôle qui existent. Donc, l'ARMP par la première ministre devrait répondre que ce dossier n'a pas à son sein l'avis de non-objection. Ça doit retourner ou bien c'est réservé. Tant que cela n'est pas dit, la nonchalance de l'ARMP doit coûter cher aussi à l'ARMP. Donc, je finis pour dire... Merci de la parole d'ailleurs, du temps. Je finis pour dire... par la mettre. Je finis pour dire que dans le dossier Moutamba, j'ai relevé plusieurs contradictions que je pourrais aborder la fois prochaine au regard du temps. La fois prochaine, on va seulement revenir aussi à ces contradictions. Et puis, on va mettre des vidéos. Et puis un autre élément, des vidéos, vous commentez. J'ai entendu d'ailleurs les gens dire, écoutez, les détournements existent du fait des irrégularités. Monsieur Daniel Roland, je l'ai dit et je le répète pour finir. La violation de prescriptions de règles de marché public qui aboutit par exemple à l'octroi du marché ainsi qu'à la construction ou au début des commencements des travaux. Parce que on prétendait, le ministère public prétendait qu'il n'y avait pas le terrain, mais il y a eu un monsieur, un chef de division provinciale qui a attesté que le terrain avait bel et bien existé. Mais l'on a aussi prétendu que ce terrain faisait objet de ce qu'on appelle des conflits, des propriétés. Mais dans le dossier, on n'a vu aucune des personnes brandir même une opposition, n'est-ce pas, de propriété contre le ministère ou contre quoi que ce soit. Et le secrétaire général qui est venu révéler qu'il avait envoyé au ministère de la Justice une lettre, il a échangé avec le ministre plusieurs fois. Il ne lui a jamais dit que pour le dossier tel, il y a tel conflit qui existe. Seulement, à la fin, peut-être que c'est une lettre pour le besoin de la cause qui a été falsifiée sous peu pour que ça puisse seulement conforter l'idée des détournements. Mais alors qu'en réalité, les détournements n'existent pas du fait des violations des irrégularités. La violation des irrégularités ne constitue que des omissions. Je finis pour dire que parce que l'argent était venu sur le compte de la Rabobank qu'on a prétendu ouvert pour entre Luzolo Bambi ou bien M. Atem, Alain Mamba. Quand l'argent vient, il faut avoir la clé de répartition par l'IGF. C'était ça le problème. Maintenant, quand l'argent c'est à Flivao, et il y a une quotité qui revient aussi au ministère de la Justice. Si Moutamba a utilisé l'argent du compte originaire, ok, sans toutefois avoir la clé de répartition, qui doit en réalité poursuivre pour détournement et estimer qu'il y a détournement?
c'est là qu'on reviendrait prochainement pour vous dire enfin que c'est Flivao qui en est bénéficiaire indirect en tant qu'établissement public, qui a une personne morale équipée attaquer l'acte. Et Madame Rose Mutombo aussi avait donné exactement. Et puis enfin, le ministère, le ministre et les gérants du compte du ministère ouvert à la Rao Bank sur lequel il y avait l'argent dont la télégraphation devait être faite. Prochainement, on aura plus de temps pour aborder vraiment des questions ici avec plus de détails. Prochainement, ça veut dire les samedis prochains, retenez ça, on va y revenir parce que Madame Rose avait donné des explications. D'ailleurs, quand vous l'avez posé la question, comment ils font pour répartir l'argent, est-ce que c'est Flivao, est-ce que l'Ouganda envoie directement l'argent chez Flivao ou bien ça passe par le ministère de la Justice pour partager. Alors, vous avez eu des explications pour aujourd'hui. Je pense que les gens qui nous demandaient des explications concernant l'affaire Pasteur Marcelo ainsi que cette histoire de la réquisition plutôt des juges par le ministre Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, vous avez suivi. On va revenir les samedis prochains avec des vidéos où on va illustrer les témoignages de chaque témoin, même celui du secrétaire général plutôt du ministère de la Justice qui dit qu'il n'était pas au courant, tout ça, et les gens se sont posés beaucoup de questions. Alors sinon, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Maître Sédic une fois encore de nous accorder cette amabilité, de répondre à l'invitation à toutes nos questions. Quand Maître Sédic parle, moi je garde silence en train de suivre les cours comme si nous étions dans un auditoire. C'est un pénaliste, doctorant à l'université de Kinshasa, futur professeur d'université, mais aussi au secrétaire des consommateurs lésés. On va se retrouver prochainement pour une autre émission. Et vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles, à bientôt. Daniel, les numéros de 367 à la fin, c'est les tiens.